Bonjour, je me présente à vous. Mon nom c'est Farida Naborima et aujourd'hui je viens par cette vidéo parler d'un problème qui revient souvent lors des discussions que j'ai avec de différentes personnes dans différents secteurs. Il est question de l'aide humanitaire, souvent portée aux pays sous-développés, euh, notamment les pays africains. Je voudrais par cette vidéo souligner deux points. La première, c'est expliquer ce pourquoi l'aide humanitaire n'est pas à confondre avec l'aide au développement et n'est pas une aide au développement. Et le deuxième point, c'est d'expliquer ce en quoi l'aide humanitaire, qui dans beaucoup de cas sont substituées aux aides au développement, au lieu d'aider, cause plus de problèmes au sein des sociétés auxquelles on veut souvent porter assistance. Donc, je commencerai par le premier point, comme je l'avais déjà dit. Pourquoi l'aide humanitaire n'est pas à confondre avec l'aide au développement? Je vois l'aide humanitaire comme étant une aide qui est supposée venir soulager les gens dans des situations difficiles afin de leur permettre de regagner des forces et de se reconstituer et donc de reprendre leur vie en main et de devenir autosuffisants à l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a une situation désastreuse, comme par exemple une catastrophe naturelle qui se produit, disons un tsunami ou bien un tremblement de terre, comme c'était le cas en Haïti, dans ces conditions-là, les gens perdent tout d'un seul coup. Ils se retrouvent sans rien, sans lendemain, et ils ont vraiment besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, bien voir de beaucoup de coups de pouce pour pouvoir reprendre de l'énergie. Et par cette énergie, je ne veux pas seulement parler du physique, mais de l'intellectuel, du matériel, du logistique, du psychologique, et j'en passe. Et donc, dans des situations de ce genre, l'aide humanitaire est importante, je dirais même nécessaire, pour soulager les populations, leur permettre de subsister, je dis bien subsister, durant ces moments difficiles et leur permettre de trouver la force, l'énergie, le temps, les moyens de se relancer et de recouvrir leur vie qu'ils avaient perdue lors du désastre. Dans ce cas, eh bien, on peut parler d'aide humanitaire. Mais quand l'aide humanitaire est substituée à l'aide au développement, quand les gens pensent que distribuer gratuitement de la nourriture dans les pays pauvres, distribuer gratuitement des médicaments, diverses sortes de vivres, construire, je ne sais pas, des écoles dans des localités qui n'en ont pas, distribuer de l'argent aux gens pour subsister pendant quelques semaines ou quelques mois, quand les gens pensent que ces actions-là sont en fait l'aide au développement, eh bien, il y a un hic. Et je ne suis pas d'accord. Je ne l'apprécie pas. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont des vendeurs d'illusions. Ils viennent à vous, ils vous disent: un enfant meurt en Afrique chaque 6 minutes à cause de la famine. Bon, c'est vrai. Si vous donnez $1, €1, je vous assure que cet enfant ne mourra pas. Aider notre organisation à sauver des vies, à améliorer la condition de vie des enfants défavorisés, en leur offrant de la nourriture, et que sais-je encore. Ou bien on vient à vous avec un autre scénario. On vous dit, voyez, en Afrique, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a des enfants qui traînent dans la rue, il faudrait qu'on construise des écoles pour eux. Si vous rassemblez 10 000 francs CFA chacun, au bout de combien de mois, nous serons en mesure de doter la communauté d'une école. Ou bien si vous rassemblez $10 par mois ou €10 par mois, nous vous assurons que ces 10 000 élèves
seront éduqués au bout de 10 ans, je ne sais pas. Ce sont des scénarios de ce genre. Les organisations viennent à vous, ils vous demandent de l'argent pour les soutenir leur projet de développement, c'est-à-dire de développement, pas projet humanitaire, mais projet de développement. On ne développe pas un pays par les œuvres caritatives. Aucun pays de ce monde, je dis bien aucun pays de ce monde ne s'est développé sur la base stricte des œuvres caritatives. Le développement est une politique. Le développement commence par des changements structuraux qui doivent être opérés à différents niveaux. Au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau socio-culturel, et j'en passe. Et donc, il ne suffit pas de créer des écoles, ou bien de construire des écoles dans les villages pour que tous les élèves y aillent. Il ne suffit pas non plus que tous les élèves du village aillent à l'école pour que, là, ils sortent de la pauvreté. Et la pauvreté, eh bien, c'est un mot qui rebondit à chaque fois. Comme la lutte contre la pauvreté, par exemple, qui est l'agenda de l'ONU, qui s'était fixé comme objectif d'abolir ou bien éradiquer la pauvreté d'ici 2015. C'est utopique. Ça n'a pas de sens. La pauvreté, ce n'est pas une maladie. Et même si c'en était une, on ne guérit pas une maladie en s'attaquant aux conséquences et non aux causes. Quand on veut aider vraiment les gens, on leur apprend et on leur donne les moyens de se prendre en charge. Vous n'allez pas éradiquer la pauvreté, vous n'allez pas améliorer les conditions de vie d'une population en leur fournissant ce que vous pensez comme étant nécessaire pour leur survie. Vous allez leur donner les moyens de s'offrir ce qu'ils pensent sont nécessaires pour leur épanouissement et leur développement. Et par conséquent, quand vous allez dans un village et vous construisez une école, bien que l'école soit gratuite, eh bien, il y a des parents qui n'enverront toujours pas leurs enfants dans ces écoles. Pourquoi? Parce que l'enfant représente une source de revenus. L'enfant est une source de revenus pour la famille. C'est une main-d'œuvre qui leur permet d'accroître leur production agricole ou autre production matérielle qui leur permettra de joindre les deux bouts. Donc, l'école, dans ce cas-là, n'est pas une nécessité pour eux. Elle est importante, c'est vrai, mais ça n'est pas une nécessité. Il faut commencer par la base. Secondo, quand vous dites que les gens ils meurent du palu en Afrique, c'est vrai, eh bien, nous sommes les seuls où, pour en finir avec le problème du paludisme, on nous distribue des moustiquaires imprégnés. Eh bien, nous allons lutter contre le paludisme en Afrique, on va distribuer 1 million de moustiquaires. Eh bien, tenez-vous bien, les moustiques, c'est pas que la nuit que ça vient. On ne va pas se confectionner des vêtements avec des moustiquaires. Et secondo, pourquoi ne pas se demander comment éradiquer les moustiques au lieu de nous fournir des accoutrements pour prévenir contre la piqûre des moustiques? Eh bien, pourquoi il y a des moustiques en premier lieu? La salubrité, le manque d'hygiène, d'infrastructures qui puissent se permettre aux gens de vivre de façon plus décente et moins précaire. Voilà, ce sont ces choses-là qui causent le problème. Et donc, au lieu de s'attaquer aux conséquences de la pauvreté, qui se traduisent par le fait qu'on n'envoie pas les enfants à l'école, le fait que les femmes n'arrivent pas à s'offrir le luxe de se soigner dans les hôpitaux quand elles sont enceintes, le fait que les gens n'arrivent pas à se soigner, le fait que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, etc., etc. Eh bien, avant d'en finir avec ces choses qui dérivent de la pauvreté, qui sont les conséquences de la pauvreté, il nous faut trouver les causes de cette pauvreté. Et c'est là le problème. Qu'est-ce qui cause la pauvreté? Eh bien, pourquoi on est pauvre? On est pauvre parce qu'on n'a pas d'argent. Mais pourquoi on n'a pas d'argent? Parce qu'on n'a pas une source de revenus ou on a une source de revenus insuffisante qui ne nous permet pas de nous maintenir dans un état de vie décent. Alors, si c'est la source de revenus qui est le problème, le manquement ou l'insuffisance,
Il faut donc trouver des solutions à ces manquements, à ces insuffisances, plutôt que de trouver des moyens de réduire les conséquences de ces choses-là. On ne guérit pas le cancer avec du paracétamol. Quand une personne vient et vous dit que j'ai mal au ventre et vous lui donnez de l'aspirine, eh bien vous aggraverez son cas. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Quand ces ONG viennent, oui, on va construire une école, bien. Oui, on va construire un centre, je ne sais quoi, de loisirs, bien. Il n'y en a pas, c'est vrai. Oui, on va construire un puits, très bien. C'est bien, 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 c'est bien. Mais ces choses-là doivent être maintenues. Et ces populations ne peuvent pas les maintenir, ne peuvent pas les agrandir, ne peuvent pas les améliorer parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et vous ne leur trouvez pas des moyens de s'offrir le luxe de faire ces maintenances, de faire ces avancements, de grandir. Alors il faudrait que les ONG arrêtent de faire croire aux gens que les aides humanitaires, l'assistanat, est une solution au problème de développement. Moi, j'aimerais bien que ces ONG, il y en a quelques-unes qui le font, mais la majorité non. J'aimerais bien que ces ONG s'attaquent aux vrais problèmes. L'emploi, la question de l'emploi, l'emploi des jeunes. Les jeunes sont sans emploi. Voilà pourquoi nous avons la plupart des problèmes sociaux. Les gens n'arrivent pas à se prendre en charge parce qu'ils n'ont pas de boulot. C'est tout à fait logique. Ou bien le faible taux de revenus des paysans. Nous avons des populations africaines dont plus de 60% sont des paysans, des agriculteurs, des cultivateurs. Eh bien, ces gens-là, malgré les efforts qu'ils fournissent quotidiennement, n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts, pour différentes raisons. La première, ils cultivent toujours avec des outils rudimentaires, des outils que les gens n'utilisent même plus depuis les années 1800 dans les pays occidentaux. La houe, la daba, le coupe-coupe et que sais-je encore. Vous imaginez que les Américains récoltent 80 fois plus de maïs sur 1 hectare de terre que les Africains? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut tout d'abord améliorer la production agricole. Dans un pays comme le Togo, qui est le mien, bien entendu, nous avons une population à plus de 60% paysanne qui cultive la terre. Mais vous imaginez que moins d'1% du budget de l'État togolais est alloué à l'agriculture. Ce qui veut dire que 60% de la population ont moins d'1% dans le budget de l'État. C'est du n'importe quoi. Les budgets qui prennent, les budgets les plus colossaux, ce sont les budgets pour le commerce. Les paysans n'ont pas cette facilité d'avoir des prêts pour améliorer leur production comme certains commerçants, commerçantes l'ont. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'importer et d'importer, les Occidentaux, ils sont prêts à aider. Leurs banques sont prêts à financer parce que ces produits viendront d'eux. Ils vont le produire, ils vont nous prêter de l'argent, nous allons acheter et eux, ça va continuer par fleurir leur économie et nous, on accumule les dettes, les pertes, on devient de plus en plus pauvres et ils reviendront encore nous dire que voilà, nous avons trouvé la solution, construisez des écoles parce qu'ils n'ont pas d'école, donnez-leur des sacs de riz, des sacs de haricots parce qu'ils n'ont pas à manger. Il faut améliorer la production, comme je le disais. Il faut soutenir nos paysans. Il faut moderniser notre production. Que chaque paysan puisse avoir la capacité d'utiliser les tracteurs, les moissonneuses, puisse avoir accès aux engrais, aux fertilisants et autres. Cela tout d'abord agrandira, accroîtra énormément leur production, ce qui réduira le coût de vie parce que nous aurons plus de produits alimentaires, nous importerons moins et ça constituera également plus de revenus pour ces paysans-là. Parce qu'ils récoltent plus par hectare. Secondo, eh bien, c'est qu'il faut permettre à ces paysans d'avoir accès au marché de façon équitable. Il faut les aider à vendre leurs produits
à leur juste valeur. On crée des situations où les paysans sont obligés de vendre leurs produits beaucoup moins que ça ne vaut. Et ils vendent à perte parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils ont emprunté de l'argent par-ci et là pour faire quelques hectares, mais on les oblige à le vendre 4 fois moins que le prix. Et puisqu'ils n'ont personne d'autre pour le prendre, ils sont obligés de le faire. Ou du moins créer des organisations, des entreprises qui seront en mesure de stocker ces vivres dans les périodes abondantes afin de les revendre dans les périodes d'insuffisance pour permettre aux paysans d'avoir un meilleur revenu. Tertio, concernant les autres secteurs qui ne sont pas agricoles, il faut encourager l'entrepreneuriat. Et encourager l'entrepreneuriat ne veut pas dire aux jeunes entreprenez, on n'entreprend pas comme ça, hop là. Il faut créer des structures qui vont assister ces jeunes aussi bien dans la rédaction des projets, dans le suivi des projets, dans le financement de ces projets, etc., etc. Vous voyez? Et enfin, maintenant, il faut, ce qui est très important, il faut réduire les inégalités sociales, réduire la corruption, l'oppression, l'exploitation des uns par les autres. Et ceci ne peut se faire que par l'instauration, d'un état de droit, des états de droit. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Pas des états où le plus fort, parce qu'il est fort, il décide de ce qu'il veut et tout le monde doit respecter sa volonté, qu'elle soit juste ou pas. Pas des situations où les populations n'ont pas le droit de donner leur avis dans le choix de leurs dirigeants, de leurs représentants, des lois qui concernent leur avenir et ceux de leurs enfants. Ça n'est pas du tout acceptable. Et ces ONG-là, malheureusement, la plupart d'entre elles ne touchent pas à ces problèmes.